Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario Dumont. Il y a un petit buzz autour du film Astérix. C'est disponible sur Netflix en France à cette heure-ci? Depuis maintenant 32 minutes, j'en ai regardé 15 avant de te parler. Et alors, j'avais envie de faire un petit détour pour sortir des sentiers de l'actualité politique qui sont les nôtres d'habitude. Mais si tu avais aujourd'hui à faire un sondage sur la nouvelle qui retenait peut-être le plus l'attention en France, on aurait dit la sortie en dessin animé du Combat des chefs, une adaptation. Point-là, ouais. Il y a un buzz si grand. Il y a un buzz. Peut-être que j'en mets un peu pour les besoins. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quand même plusieurs films d'Astérix, mais ceux-là a la réputation d'être particulièrement bons ou? Essentiellement parce qu'Alain Chabat est dans l'équation, et Alain Chabat, c'est celui qui nous avait donné Mission Cléopâtre, l'extraordinaire film, pas d'animation dans ce cas-là, et il y avait donc une envie de revoir ce qu'il ferait avec le Combat des chefs, un album important dans l'univers d'Astérix. C'est le 7e, mais c'est peut-être celui qui, à l'époque de sa publication, d'abord dans Pilote, le magazine, je sais pas si tu as connu ça, il y avait Spirou, il y avait Tintin, les deux magazines de BD qui sortaient chaque semaine, puis il y avait Pilote, la version française, dans laquelle est venu au monde Astérix. Combat des chefs, 7e album, qui est un énorme succès. Le premier album Tintin marche très, très bien. C'est Astérix le Gaulois. J'ai dit Tintin, pardon. Premier album d'Astérix qui sort. Astérix le Gaulois, 60 000 albums vendus. Combat des chefs, c'est le 7e. 600 000 albums vendus. Et là, c'est vraiment le début de la déferlante Astérix dans le monde de l'édition, qui ne connaît pas de frontières, même s'il s'agit de ce petit village gaulois retranché au cœur de l'Empire romain. Les Gaulois sont plutôt conquérants. On en consomme partout. Ça a été évidemment une lecture importante de mon enfance, comme c'était d'ailleurs celle des parents. C'était l'avantage d'Astérix, c'est que les parents et les enfants pouvaient lire et y trouver chacun leur compte. Et là, adaptation en dessin animé, 7 épisodes. Comme je te dis, j'en ai regardé une quinzaine de minutes. C'est une animation qui nous rapproche davantage de ce que fait Disney depuis quelques années. On est très loin de l'esprit, par exemple, de Ciné Cadeau. Pour ceux qui sont abonnés à Télé-Québec chaque année. Évidemment, Astérix et Cléopâtre, c'est une animation qui est beaucoup plus en 3D. Moi, je suis moins friand de ça. Les 15 premières minutes m'ont pas mis en super appétit, sourire, mais j'ai pas retrouvé l'humour déjanté et décapant que Chabat avait appliqué à Mission Cléopâtre. Bon, voilà. Moi, mon préféré des films, c'est chez les Bretons. L'Astérix, c'est les Bretons. Chez les Bretons. Hilarant. les dialogues, les jeux de langue et l'invention du thé, tout ça, je trouve que ce sont des clins d'œil vraiment, vraiment divertissants. Bon, réaction à l'élection canadienne là, qui continue d'arriver un peu partout dans le monde. Parce que tu m'as posé la question hier en France, parce que la veille, j'ai constaté, et sinon même depuis quelques jours avant l'élection, il y avait un réel intérêt, rarissime, pour la raison simple, et je le répète, que les Canadiens étaient peut-être les premiers, sinon certainement les premiers à se prononcer depuis l'élection de Trump dans une élection. Ils étaient curieux de voir ce que ça engendrerait. Est-ce que le populisme serait à nouveau récompensé? Donc, beaucoup de satisfaction de la part des Européens à voir que c'est pas inévitable que cette déferlante populiste, c'est pas un jugement que je pose, je le constate. Et je te disais hier, peu de réactions, c'était timide. Alors, on a attendu probablement que l'information soit plus claire. Et franchement, et c'est beaucoup les journaux financiers qui font la part belle à Mark Carney, probablement parce que c'est l'ancien banquier central qu'on récompense. Mais dans les Échos, qui est pour ceux qui nous regardent via la télé, dans les Échos, page entière consacrée à Mark Carney. En fait, 2 pages entières. Le Financial Times. L'homme qui doit, j'ai vu le titre, l'homme qui doit sauver le Canada des griffes de Trump. Exactement. Et en une du Times, même chose, Financial Times, avec, du point de vue des Européens, une préoccupation, et elle est sérieuse, c'est relevé dans les Échos, parce qu'il y a 2 pages, c'est les enjeux de défense que va nécessairement devoir à solutionner Mark Carney du point de vue des Européens qui investissent beaucoup en ce moment, comme jamais ils l'ont fait. La proportion investie par le Canada est pas satisfaisante à 1,37, 1,40 de notre PIB. Carney, comme son prédécesseur Trudeau avait dit, on va se rendre à 2%, mais de façon très, très, très graduelle. Or, les Européens aimeraient que les Canadiens se joignent à la danse, mais beaucoup plus rapidement. Et pourquoi pas achète des systèmes d'armement européens, puisqu'on s'est mis en frais ici d'augmenter la cadence et la production. Alors, finalement, ça ne laisse pas indifférent au lendemain, surlendemain de la victoire de Carney.
C'est une région du monde à haute tension qu'on a souvent tendance à oublier. Évidemment, c'est loin de chez nous. Il n'y a pas de guerre comme telle, mais ça prend juste une étincelle et ça redevient tendu entre l'Inde et le Pakistan. Oui, la goutte qui pourrait faire déborder le vase, et tu comprendras dans quelques instants, parce qu'il y a une guerre de l'eau que se livrent les deux pays avec des conséquences qui sont gravissimes, particulièrement pour le Pakistan, qui dépend de l'Indus, fleuve qui part du côté indien de la frontière. Incident dont on a peu parlé la semaine dernière. Alors, une attaque au Cachemire, c'est un territoire contesté entre l'Inde, le Pakistan et même la Chine. On peut imaginer donc la poudrière géostratégique que ça représente. Mais pour l'essentiel, c'est un conflit larvé entre l'Inde et le Pakistan au moment où les deux pays sont formés, parce qu'ils formaient un seul pays à l'époque de l'Empire britannique en 1947. Le Maharaja au Cachemire, qui était hindou, mais avec une population largement musulmane, choisit de se rallier à l'Inde pour son parapluie de sécurité, mais comme le voisin pakistanais, musulman, avait des ambitions, il y a des frictions. Et la semaine dernière, un attentat terroriste en territoire indien, au Cachemire contrôlé par les Indiens, 26 personnes qui sont exécutées. Et l'Inde considère que c'est commandité par les Pakistanais. L'Inde, qui roule les mécaniques depuis une semaine, dit le Pakistan est derrière ça, même si l'attentat n'a pas été revendiqué. Si j'en parle, c'est parce que c'est peut-être le conflit au plus grand potentiel de débordement pour la paix mondiale. Je dis pas du tout que c'est ce qui va arriver, mais on s'intéresse à l'Ukraine, on s'intéresse à ce qui se passe à Gaza. Parce que c'est deux puissances militaires, là. Hein? Mais surtout nucléaires. Ouais. Deux puissances nucléaires. Et moi, j'ai le souvenir d'un ambassadeur canadien que je ne nommerai pas, mais qui me disait, quand on se préoccupait, par exemple, de la nucléarisation de l'Iran, disait, oui, vrai, mais si tu me donnes le choix entre l'arme atomique entre les mains des Iraniens ou des Pakistanais, je préfère encore que ce soit les Iraniens et je la retirais au Pakistan. Alors, à ce jour, il s'est rien passé. Le Pakistan l'a déjà à ce jour, là, c'est ça. Exact. Mais tout ce que ça voulait dire, en creux, c'est on est dans un cas de régime militaire, souvent au Pakistan, assez instable, et ils ont l'arme atomique. Et les Pakistanais ont annoncé que, selon eux, l'Inde allait riposter militairement dans les 48 prochaines heures. C'était ce matin. Est-ce que ça pourrait déraper? C'est une vraie préoccupation. Et l'Inde qui pourrait fermer le robinet de l'eau, comme je le disais, l'irrigation, pour beaucoup, dépend au Pakistan d'un fleuve, l'Indus, qui part du territoire indien. Et les Indiens disent, on va fermer le robinet. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais tu peux non seulement assécher un pays, l'affamer et le mettre à genoux. Et ça, si ça devait arriver, ça sera pas demain matin, tu peux être certain que c'est le prétexte d'une vraie guerre. On n'est pas là, mais soyons vigilants parce que dans l'angle mort, il y a ce conflit dont on parle peu, mais qui est peut-être le plus redoutable d'entre tous en ce moment. Ouais, mais il n'y a jamais... Si tu regardes l'histoire, il n'y a jamais une décennie ou même une période de 5 ans où il n'y a pas un accrochage au Cachemire. Là. T'sais, entre l'Inde et le Pakistan, c'est toujours... Complètement. Il y a toujours quelque chose. Ça n'a jamais dégénéré là, dans l'histoire récente. Il y a eu des guerres. Il y a eu des guerres dans le passé courtes plus lointain, entre les deux pays. Oui. Il y a eu des guerres courtes. À ce jour, ça a toujours été circonscrit. Je pense que les deux pays mesurent les risques. Mais, encore une fois, quand tu commences un conflit, tu sais ce qu'est le premier pétard, tu peux pas imaginer ce que sera la suite parce que tu perds un peu le contrôle. Alors, je répète, pour l'instant, ils sont chacun à se regarder comme des chiens de faïence, mais ça roule fort les mécaniques. Et s'il fallait que les Indiens interviennent militairement du côté pakistanais ou à la frontière, comme ils l'ont déjà fait, et que le Pakistan décide de riposter, on ne sait pas où ça peut mener. Un mot en terminant sur ce thème qui est quand même, qui semble être partout dans les pays occidentaux, le temps d'écran, les jeunes et les écrans. En fait, nous, à l'Assemblée nationale, il y a une commission spéciale qui étudie ça. Mais tu dis, présentement, en France, c'est devenu un sujet politique jusqu'à devenir un sujet électoral central, majeur? On en reparlera si tu veux, parce que je veux pas faire ça de façon précipitée. C'est probablement de ma faute. J'avais un menu débordant ce matin. Oui. Mais c'est important parce que Gabriel Attal, ancien premier ministre, signe aujourd'hui dans un journal conséquent, Le Figaro, aux côtés de Marcel Ruffo, qui est un pédopsychiatre bien connu, une tribune dans laquelle il parle de l'état d'urgence. Les deux hommes parlent de l'état d'urgence. J'avais sur un plateau auquel je participais ce matin à Paris, Marcel Ruffo avec nous, qui disait « Je me suis radicalisé avec le temps ». Je
pense que si on posait la question à Jean-François Chicoine chez nous, il dirait la même chose. Comme pédopsychiatre, il a vu évoluer la situation. C'est pas juste à la marge que ça a des impacts graves sur la santé publique de ces enfants. C'est des générations, des cohortes que nous formons et qui seront littéralement addicts, accrochés au temps d'écran, avec du temps d'écran qui dépasse dans certains cas en France le temps passé à l'école par jour, de 3h30 à 5 heures. Et là où c'est intéressant, c'est quand le politique s'en mêle, il dit qu'il faudra peut-être de manière plus coercitive forcer les gens à changer leurs habitudes, les parents à infléchir les pratiques de leurs enfants. On parle de s'inspirer de ce qu'ont fait les Chinois, justement parce qu'ils en savent quelque chose avec TikTok et avec les technologies qu'ils ont mises au point, qu'il y a de réels risques. Et selon dont on parle très concrètement, c'est qu'il puisse y avoir une interdiction, ça a été déjà discuté, mais d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, couvre-feu pour les 15 à 18 ans sur les réseaux sociaux et même les écrans de 22h à 8h le matin, carrément inaccessible entre 22 et 8h. Après ça, on peut poser la question du comment, mais en tout cas de fortes recommandations aux parents pour que les réseaux soient inaccessibles et le temps d'écran chez les jeunes de 15 à 18 ans. Et là, c'est le législateur qui peut faire la différence. Si on a contraint les producteurs de tabac et les fabricants d'alcool à payer des taxes parce qu'il y a des enjeux de santé publique liés à leurs produits, à l'usage de leurs produits, est-ce qu'on ne doit pas, avec les grands réseaux, faire la même chose? 2% de leurs revenus reversés aux États pour des campagnes de sensibilisation et pour la santé publique, parce qu'il y a des enjeux de santé publique. Mais c'est clairement l'enjeu de santé publique là, de notre époque le plus émergent. Stéphane, merci beaucoup.